Bonjour à tous, nous voilà pour un nouvel épisode de Postscriptum. Postscriptum, chronique d'une réflexion qui s'annonce. Postscriptum, c'est aussi votre rendez-vous des 2e et 4e dimanches du mois. C'est GDX. Certains trouveront peut-être ce texte trop long, d'autres le trouveront trop court, trop lent, ou au contraire trop rapide. Et c'est très bien ainsi, parce que l'objectif n'est pas d'ajuster le rythme à une attente commune, ni de répondre à une logique de surenchère ou d'accélération permanente. Aujourd'hui, le geste est un autre. Il s'agit de prendre le temps d'exister, le temps de se poser, le temps de réfléchir, le temps de ne plus être pris dans l'urgence, dans la course, dans la pression à produire toujours plus vite. Le temps d'exister tout simplement. Oui, exister tout simplement. En écoutant, en prenant le temps d'être là, avec soi-même. Ce qui suit n'est donc pas conçu pour convaincre ni pour répondre. C'est juste une traversée. Et elle demande simplement une chose. Accepter de rester un peu plus longtemps là où d'habitude on passe vite. Dans cet épisode, je ne vais pas chercher à clarifier les choses. Je ne vais pas non plus chercher à répondre. Je vais surtout essayer de déplacer, simplement déplacer le regard. Je le dis dès maintenant pour que ce soit clair. Ce qui va suivre n'est pas une démonstration. Ce n'est pas une analyse qui s'ordonne pour aboutir à une conclusion. C'est un cheminement, une traversée lente, un déplacement progressif. Et cette traversée commence à un endroit très précis. Un endroit qui, en général, ne retient pas beaucoup l'attention. Un endroit que l'on traverse vite, d'habitude. Tout cela commence dans une hésitation. Pas une hésitation spectaculaire. Pas un grand doute existentiel. Quelque chose de beaucoup plus discret. Un moment où je ne sais pas immédiatement s'il faut m'inquiéter ou m'agacer. Et ce moment-là, au lieu de le balayer, au lieu de chercher tout de suite à le résoudre, j'ai choisi de m'y arrêter. De m'y arrêter, mais de m'y arrêter avec vous. S'arrêter ici, ce n'est pas renoncer à comprendre. Ce n'est pas suspendre la pensée. C'est juste refuser la précipitation. C'est accepter que certaines choses demandent plus qu'une réaction immédiate. Il y a des situations qui réclament une présence avant de réclamer un avis. Un temps où l'on reste avec ce qui résiste. Un temps où l'on accepte de ne pas savoir tout de suite. Je prends donc le temps. Oui, je prends le temps. Parce que je crois que ces moments de flottement, ces moments où la pensée n'atterrit pas immédiatement, sont souvent les plus révélateurs. En fait, nous vivons dans une époque où l'on valorise la rapidité de réaction, la prise de position immédiate, la capacité à dire rapidement ce que l'on pense, ce que l'on condamne, ce que l'on approuve.
Cette rapidité est souvent présentée comme une preuve de lucidité, comme une forme d'intelligence, comme un signe de maîtrise. Mais cette rapidité a un coût, malheureusement. Elle laisse peu de place à l'épaisseur, peu de place à l'ambivalence et peu de place à ceux qui ne se formulent pas immédiatement. L'hésitation aujourd'hui est souvent perçue comme un manque de clarté, comme un signe de faiblesse. Et pourtant, il me semble que l'hésitation peut être le signe inverse, le signe que quelque chose résiste, le signe que plusieurs lectures coexistent, le signe que le réel ne se laisse pas saisir d'un seul coup. Je parle donc à la première personne, comme toujours, parce que c'est depuis cet endroit-là que cette chronique s'ouvre. Mais très vite, ce que je vais dire ici cesse d'être une affaire personnelle. Très vite, on quitte le terrain du ressenti pour entrer dans quelque chose de plus large, quelque chose qui concerne un climat, une manière de penser, une façon d'habiter l'époque dans laquelle nous évoluons. En fait, il y a quelques jours, je regardais une émission d'information, un format reconnu, posé, sérieux. Un de ces formats qui inspire confiance, où le discours est maîtrisé, où les mots sont choisis avec soin, où les intervenants sont présentés comme compétents, légitimes, raisonnables. On y parle de nouveaux dispositifs de service civique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un service civique de 6 mois, destiné aux jeunes, présenté comme une opportunité d'engagement, de structuration, de formation. À ce stade, rien d'inhabituel, rien qui appelle une réaction particulière, normale. Et puis, progressivement, le discours se déplace. Pas brutalement, non. Pas de manière frontale non plus. Pas sous la forme d'une annonce de choc. Juste par glissement. Il est expliqué que ce service civique n'aurait de réel intérêt que s'il permettait de préparer les jeunes à des compétences mobilisables en cas de conflit futur. Cette éventuelle guerre, vous savez, celle dont on ne parle jamais. Une guerre technologique, précise-t-on. Une guerre moderne, différente de celle du passé. Et en fait, tout cela est dit calmement et clairement, posément, presque avec douceur, comme si cela allait de soi. Il n'y a aucune dramatisation, pas de vocabulaire alarmiste, pas d'images violentes, rien de tout cela. Et pourtant, je sens que quelque chose se tend. Pas une alarme franche, pas une peur nette, une tension de fond. Et c'est là que surgit cette question en moi. Elle ne surgit pas comme une accusation. Elle ne surgit pas comme une revendication. Mais elle surgit comme une ligne de faille. Faut-il craindre ou s'agacer? Craindre parce que l'idée même d'un futur conflictuel semble suffisamment intégrée pour structurer des dispositifs collectifs. Parce qu'en fait, dans cette émission,
nous en étions à ce point. Une idée qui glisse tranquillement, sans faire de vagues. S'agacer, parce que la manière dont cela est présenté donne le sentiment de ce fameux glissement discret, presque naturel, comme si cette perspective allait de soi. Et déjà, le simple fait de ne pas savoir s'il faut craindre ou s'agacer dit quelque chose d'important. Il faut peut-être rester un moment dans cette confusion. Ne pas chercher tout de suite à la dissiper. Ne pas vouloir la résoudre trop vite. Parce qu'en fait, la confusion n'est pas toujours un défaut de la pensée. Elle est parfois le signe que l'on regarde depuis plusieurs endroits à la fois. Quand une situation est simple, on sait immédiatement quoi penser. Quand elle est complexe, les réactions se superposent. On peut être inquiet sans être paniqué, agacé sans être indigné, attentif sans être alarmiste. La confusion apparaît là où plusieurs lectures coexistent. Et notre époque supporte très mal cette zone intermédiaire. Elle nous pousse à choisir rapidement, à trancher, à prendre parti. Elle valorise les positions nettes, les discours affirmés, les réponses rapides. Ici, pourtant, il ne s'agit pas de choisir. Absolument pas de choisir un camp. Il s'agit de sentir ce que ce type de discours produit en nous. Car ce qui est en jeu ne se limite pas au dispositif lui-même. Car aucun dispositif ne peut exister isolément. Il s'inscrit toujours dans un contexte, dans un imaginaire, dans une manière de penser l'avenir. Lorsqu'une société commence à préparer sa jeunesse non seulement à vivre, mais à anticiper un conflit, même hypothétique, même lointain, c'est tout un cadre mental qui se met en place. Un cadre dans lequel le futur n'est plus simplement ouvert, mais déjà sous tension. Parler de la jeunesse, c'est toujours parler de l'avenir. Et parler de l'avenir en termes de guerre possible, même lointaine, c'est déjà orienter les représentations collectives. C'est déjà déposer quelque chose dans l'imaginaire commun. En plus, une autre information, quelques jours après, est venue s'ajouter. Elle a fait peu de bruit, mais vraiment très peu de bruit. Elle a été formulée presque comme une donnée parmi les autres. Il a été annoncé que les forces armées envisageraient désormais d'employer des seniors, des personnes de plus de 50 ans, à différents postes. Là encore, toujours pareil, le ton est calme, pragmatique, présenté comme une adaptation normale et légitime. Mais ce qui retient l'attention ici, ce n'est pas tant la mesure en elle-même que ce qu'elle vient ajouter à un ensemble déjà existant. Lorsque l'on met bout à bout la préparation des plus jeunes, l'évocation répétée de conflits futurs et désormais l'élargissement possible à des générations que l'on pensait sorties de ce type de projection, quelque chose commence à se dessiner. Non pas une certitude, mais une hypothèse plus insistante, celle d'un conflit suffisamment envisagé, suffisamment anticipé pour que les cercles de mobilisation s'élargissent progressivement. Employer des seniors, ce n'est pas seulement une question de ressources humaines, cela peut aussi être vu comme un indicateur supplémentaire. Un signe discret que l'éventualité d'un conflit n'est pas pensée comme marginale, mais comme suffisamment crédible pour nécessiter une mobilisation beaucoup plus large, plus étendue dans le temps et dans les âges. Pris isolément, cet élément pourrait sembler anodin,
Mais replacé dans l'ensemble des discours actuels, il vient quand même renforcer une impression vraiment diffuse, celle que certaines autorités, certains décideurs, certaines institutions regardent l'avenir avec une inquiétude peut-être plus structurante qu'on ne le dit explicitement. Et là encore, la question ne se pose pas de manière frontale. Faut-il craindre ou s'agacer? Craindre parce que l'hypothèse du conflit semble désormais suffisamment prise au sérieux pour reconfigurer en profondeur notre manière de penser les âges, les rôles et la place de chacun dans l'avenir qui se prépare. Ou s'agacer parce que ces signaux s'additionnent sans jamais être réellement nommés comme tels, laissant s'installer une impression diffuse plutôt qu'un débat ouvert. On pourrait dire qu'il vaut mieux anticiper que subir, que le monde est instable, que l'histoire est traversée de conflits. Tout cela est vrai, entièrement vrai. Mais ce qui mérite d'être interrogé ici, ce n'est pas l'anticipation en elle-même, c'est la manière dont elle est intégrée, la manière dont elle devient presque banale. À quel moment la guerre, même technologique, même abstraite, est-elle devenue une hypothèse suffisamment crédible pour structurer des politiques de formation? À quel moment le conflit est-il devenu un horizon pensable, presque ordinaire? Et la question revient encore et encore, toujours la même. Faut-il craindre ou s'agacer? Craindre parce que ce type de projection installe une inquiétude diffuse. Pas une peur frontale, pas une panique déclarée, une tension de fond. Une manière d'habituer les esprits à l'idée que l'avenir sera instable, menaçant et conflictuel. Une manière d'intégrer très tôt l'idée que le monde à venir sera un monde à gérer, à sécuriser, à défendre. S'agacer parce que ce récit peut aussi fonctionner comme un écran. Et oui, nous avons déjà connu cet état. Pendant que l'on parle de guerre future, de menaces technologiques, de préparation nécessaire, on parle moins d'autres réalités, moins des fractures sociales déjà là, moins des inégalités structurelles, moins des impasses éducatives et politiques présentes. Le futur devient parfois un moyen de ne pas regarder le présent. De ne pas regarder le présent. Il n'est pas nécessaire d'imaginer une intention unique, il suffit d'observer les effets. Observons les effets. Les récits de menaces ont toujours eu ce pouvoir, celui de resserrer les rangs, de simplifier le monde, de désigner un danger extérieur qui évite certaines questions internes. L'histoire montre que ces récits ne sont jamais neutres. Ce qui frappe également, c'est le ton utilisé. Un ton neutre, mesuré, très pédagogique. Le ton parfait. Comme si évoquer la guerre ne nécessitait plus de précautions particulières. Comme si c'était devenu un paramètre parmi d'autres dans la gestion du réel. Le ton neutre ne déclenche pas la peur, justement. Il l'installe. Il n'alerte pas. Il l'habitue. À ce stade, il ne s'agit toujours pas de conclure. Ce n'est pas l'objectif. Il ne s'agit pas de dire ce qu'il faudrait penser. Il ne s'agit pas de se perdre dans la réflexion, mais de rester attentif à ceux qui se déplacent. Et oui, la question se pose de nouveau. Faut-il craindre ou s'agacer? Craindre parce que quelque chose se durcit. S'agacer parce que quelque chose se joue à bas bruit. D'ailleurs, peut-être les deux à la fois. Peut-être que l'essentiel n'est pas de choisir entre ces deux affects. Choisir entre craindre ou s'agacer.
mais de rester suffisamment présent pour ne pas les laisser s'installer sans être interrogés. Rester attentif à ces déplacements-là, ce n'est pas chercher à conclure, c'est accepter de ne pas refermer trop vite. Résister. C'est accepter de laisser la réflexion ouverte un peu plus longtemps. Un tout petit peu plus longtemps. Penser, c'est être en vie. Réfléchir, c'est exister. Réfléchir, c'est résister. Merci d'avoir pris ce temps de partager cette réflexion avec moi. On se retrouve bientôt dans Postscriptum, chronique d'une réflexion qui s'annonce pour continuer le chemin. Résister par la réflexion et la pensée, c'est exister. À très bientôt pour un nouvel épisode de Postscriptum avec CGDX.